Le compactage des sols. Alors, sur beaucoup de chantiers, notamment les chantiers routiers, la mise en place des plateformes, même au niveau des fondations des bâtiments, vous voyez que on compacte les sols. On va compacter les sols in situ. Il y a des engins qui viennent compacter les sols. Donc, compacter un sol, c'est lui appliquer une énergie pour réduire justement son indice des vides. Donc, c'est nécessaire, quand vous avez des remblais, de bien les compacter. Si vous ne les compactez pas bien, ils vont subir des déformations. Donc, pour les sols de fondation également, c'est la même chose. Donc, le fait de compacter un sol va réduire ce qu'on appelle les tassements. Les tassements, les déformations verticales, les tassements des sols sur lesquels reposent des charges. Donc, quand vous prenez un sol, vous posez des charges au-dessus. Si le sol en bas n'est pas bien compacté pour le mettre dans un état suffisamment dense, que ce soit les semelles des bâtiments, que ce soit les remblais, etc. En quoi, quand vous mettez des charges sur ces sols-là, il faut qu'au préalable, ces sols soient bien compacts. Sinon, vous aurez ce qu'on appelle des déformations verticales, des tassements. Le fait de le compacter va également permettre d'augmenter justement sa résistance au cisaillement, sa résistance. Vous mettez le sol dans un état suffisamment dense qui devient encore plus résistant. Le compactage va empêcher également un écoulement facile de l'eau parce que vous resserrez les crins. Donc, ici, les vides sont réduits. La porosité, elle est réduite. Et ce qui fait que donc, vous réduisez ce qu'on appelle le coefficient de perméabilité. Donc, vous s'opposez au passage très facile donc, de l'eau à travers le sol. Vous voyez que donc, compacter un sol a beaucoup d'avantages. Maintenant, il y a des facteurs qui vont jouer un rôle important sur le compactage des sols. Le premier facteur qui va jouer le rôle le plus déterminant, c'est ce qu'on appelle la teneur en eau naturelle du sol. Donc, la teneur en eau du sol que vous êtes en train de compacter. Donc, la teneur en eau du sol que vous êtes en train de compacter va jouer un rôle important sur sa densité finale. Le type de sol également joue un rôle important. Compacter un sable, c'est différent de compacter une argile. Le troisième facteur déterminant, c'est la quantité d'énergie que vous apportez. Parce que quand vous compactez, il faut apporter une énergie. Donc, le type de compactage également va jouer un rôle déterminant dans la densité finale du sol que vous êtes en train de compacter. Ce qui fait que donc, il y aura ce qu'on appelle des essais de laboratoire, qu'on appelle des essais de compactage au laboratoire. Donc, le compactage se fait sur le chantier. Mais avant de venir sur le chantier pour compacter, il faut simuler. Il faut faire une simulation de ce compactage au laboratoire. C'est l'objectif, donc, de l'essai de laboratoire normalisé pour simuler le compactage, ça qu'on appelle l'essai Proctor. Donc, si vous entendez parler d'essai Proctor, c'est le compactage au laboratoire qui permet de simuler le compactage au labo avant de l'appliquer sur le champ. Donc, au laboratoire, vous allez voir qu'on va utiliser un certain nombre d'appareillages tels que des moules. On va utiliser des moules. Donc, vous voyez ici un moule. Et le sol va être introduit dans le moule en couches. Et vous allez compacter chaque couche grâce à cet outil-là qu'on appelle une dame Proctor. Cette dame Proctor. Et il y a un opérateur qui va actionner la dame Proctor. La dame Proctor, si vous le voyez ici, c'est tout simplement un cylindre. Vous voyez le cylindre. Et dans ce cylindre-là, il y a une masse qu'on peut soulever par l'intermédiaire de cette tige. Et au sommet de cette tige, il y a un poignet
que l'opérateur peut retenir pour soulever la masse et arriver ici au sommet, l'opérateur va laisser tomber la masse sur la couche de sol et donc c'est par une succession donc de coups que le compactage de la couche se fait dans le moule. Donc, vous voyez ici que le monsieur fait donc des coups. En ce moment, l'essentiel, c'est que toute la surface soit compactée de façon homogène. En ce moment, ça permet donc de densifier le sol qui est dans le moule. Maintenant, je dis que c'est l'essai Proctor, du nom de l'ingénieur américain qui a mis en évidence cet essai-là, M. Proctor. Alors, maintenant, en fonction de l'énergie de compactage, vous allez voir qu'il y a deux types d'essai Proctor. Il y a ce qu'on appelle l'essai Proctor normal et il y a l'essai Proctor modifié. Alors, quand on parle d'essai Proctor normal, c'est par rapport à la dame Proctor, la masse de la dame, la masse du mouton qui est dans le cylindre. Donc, quand on fait un essai Proctor normal, la masse ici, cette masse-là, cette dame-là, en tout cas, ce mouton-là, cette masse-là, est de 2,49 kg. Si c'est un essai Proctor modifié, il va peser 4,54 kg. Donc, vous voyez tout de suite qu'un essai Proctor modifié correspond à une énergie de compactage beaucoup plus élevée parce que la masse étant plus importante. Donc, l'essai Proctor normal, donc vous voyez que tout de suite, il y a deux types de dames. Il y a ce qu'on appelle la dame Proctor normale, avec une masse de dame de 2,49. Il y a aussi la dame Proctor modifiée avec une masse de dame de 4,54 kg. La dame Proctor modifiée est également plus longue parce que la hauteur de chute de la dame Proctor modifiée est plus importante que la hauteur de chute de la dame Proctor normale. La hauteur de chute également qui joue un rôle important dans l'énergie que vous êtes appelé. Parce que plus la masse de la dame est importante, et plus sa hauteur de chute est importante, plus l'énergie que vous transmettez au sol pour le compacter est importante, et donc plus le sol va se densifier. Donc, la hauteur de chute de la masse de la dame Proctor normale est 30,5. Celle de la dame Proctor modifiée, c'est 47,5. Donc, quand on parle de ce Proctor normal ou modifié, c'est par rapport à la masse de la dame à utiliser et la hauteur de chute de cette dame. J'ai dit tout à l'heure que le sol, on ne l'introduit pas totalement dans le sol et le compacter. Non, on va compacter par couche. Parce que si vous introduisez tout le sol, vous le compactez, vous ne compactez qu'à la surface. Donc, vous le divisez en sous-couches pour que le compactage de chaque couche soit plus efficace. Que plus l'épaisseur de la couche à compacter est faible, plus le compactage sera efficace. Maintenant, comme il y a deux dames différentes en fonction du type d'essai, Proctor, normal ou modifié, vous allez voir qu'il y a aussi deux moules différents. Deux moules différents, tout simplement en fonction du type de sol. Il y a deux moules différents. Il y a ce qu'on appelle le petit moule, qu'on appelle le moule Proctor, et un moule de volume encore plus important, qu'on appelle le moule Seeber. On l'appelle le moule Seeber. Seeber signifie Californian Bearing Ratio, indice de potence californien. On l'appelle le moule Seeber parce que ce moule sert également à faire un autre essai de compactage qu'on appelle l'essai Seeber, qu'on utilise essentiellement en géotechnique routière. C'est quoi on l'appelle le moule Seeber. Donc, il y a le moule Proctor et le moule Seeber. Alors, le choix du moule dépend essentiellement de la nature du sol. D'habitude, quand vous avez un sol fin,
un sol fin ou même un sol sableux, en tout cas un sol qui n'est pas très grossier, qui n'a pas de particules trop grossières, vous pouvez utiliser le moule Proctor. Par contre, quand vous avez des sols grossiers avec des cailloux par-ci par-là, là, vous pouvez utiliser le moule Cerbère. Donc, quand vous utilisez le moule Proctor, donc le choix, je vous dis tout simplement que le choix du moule est fonction essentiellement de la granulométrie du sol. Le choix du moule n'est pas fonction du type d'essai. Par exemple, pour un essai Proctor normal, tu peux utiliser le moule Proctor comme tu peux utiliser le moule Cerbère. Pour un essai Proctor modifié également, même chose. Donc, le choix du moule est fonction essentiellement du type de sol. Par contre, quand vous faites un essai Proctor normal et que vous utilisez le moule Proctor, en ce moment, il faut faire 25 coups par couche. Par contre, quand vous utilisez le grand moule, il faut faire 55. Donc, systématique. Quand vous utilisez le moule Proctor normal, le petit moule, il faut faire 25 coups par couche. Quand vous utilisez le grand moule, il faut faire 55 coups par couche, que ce soit essai Proctor normal ou essai Proctor modifié. Maintenant, quand vous faites un essai Proctor normal, il faut compacter seulement 3 couches. Donc, il faut diviser le sol en 3 couches. Par contre, quand tu fais un essai Proctor modifié, il faut diviser le sol, il faut compacter 5 couches. Donc, si vous regardez ces deux essais-là, si vous calculez les énergies de compactage, vous allez vous retrouver pour l'essai Proctor normal avec une énergie de compactage variant entre 0,53 et 0,59. Et pour l'essai Proctor modifié, vous allez vous retrouver avec une énergie de compactage correspondant à 2,41 et 2,71. Ce qui veut dire toujours, comme on a dit tout à l'heure, que l'essai Proctor modifié correspond à une énergie de compactage beaucoup plus élevée. L'essai Proctor modifié est utilisé essentiellement pour le compactage des couches de base et de couches de fondation de routes où les charges sont très, très élevées. Donc, maintenant, comment vous allez présenter? En réalité, dans la pratique, donc, cet essai fait l'objet également d'une norme, n'est-ce pas? Donc, il faut lire la norme. Vous allez également manipuler au laboratoire. J'ai donné également des détails dans le cours donc, de la procédure. Donc, et il faut, donc, la finalité, c'est de tracer ce qu'on appelle une courbe de compactage, qu'on appelle la courbe Proctor. Donc, quand vous faites un essai Proctor, qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous prenez un échantillon de sol. Par exemple, vous devez faire une route, une couche de base de latérite. Une latérite prélevée dans une carrière donnée. Une latérite, ça peut être un sable, ça peut être n'importe quel matériau. Vous prélevez, mais c'est ce matériau que vous devez utiliser pour faire une couche de fondation ou bien une couche de base de la route. Mais avant de l'amener sur le chantier, il faut faire l'essai Proctor pour voir quelles sont les aptitudes au compactage de ce sol-là. Donc, pour ce faire, vous amenez le matériau au laboratoire. Vous prenez 5 échantillons ou 6 échantillons de ce sol-là, des échantillons identiques, de même masse, que vous allez compacter à chaque fois. Chaque échantillon sera compacté dans un moule donné avec une procédure donnée. Une fois, qu'est-ce que vous variez maintenant sur ces 5 échantillons-là? Qu'est-ce que vous allez varier? Vous allez varier essentiellement la quantité d'eau, la teneur en eau. Le premier échantillon, peut-être vous le compactez à 4%. Le deuxième, vous le compactez à 6%. Le troisième, vous le compactez à 8%. Le quatrième, vous le compactez à 10%. Ensuite, 12%. Et de toute façon, vous faites varier la quantité d'eau dans le sol et vous compactez maintenant. Tout le reste reste identique. Donc, vous compactez avec une énergie de compactage donnée et vous allez voir, vous allez mesurer quoi? Ce qu'on appelle le gamma D, que nous avons déjà vu, le poids volumique sec, c'est-à-dire le poids du sol sec sur le volume total du sol. On note gamma D. Donc, pour chaque échantillon, vous allez calculer son gamma D. Vous allez voir que dans chaque échantillon, il y aura une valeur de gamma D différente. Alors, les gamma D, d'habitude, sont calculés à partir de gamma H, parce que vous avez mélangé le sol avec de l'eau. On a tout à l'heure parlé de teneur en eau de 4, 5, 6, 7, etc. Ça veut dire que c'est des échantillons humides. Donc, vous mesurez le poids de l'échantillon après compactage, le poids de l'échantillon humide. Vous connaissez le volume du moule. Le moule, il est normalisé. Le volume, il est constant. Donc, poids sur volume, ça vous donne un poids volumique apparent. C'est un poids volumique apparent. Donc, quand vous avez un poids volumique apparent, donc c'est un gamma apparent.
Vous pouvez également prélever et mesurer la teneur en eau. La teneur en eau, comme on a dit, déjà expliqué comment mesurer cette teneur en eau en prenant un échantillon humide et en le mettant à l'étuve 105 degrés pendant 24 heures. En ce moment, vous sortez, vous avez la teneur en eau. Poids de l'eau sur le poids du sol sec fois 100, ça vous donne la teneur en eau. Donc, supposons que vous avez 6 échantillons. Donc, vous aurez 6 valeurs différentes de teneur en eau correspondant après compactage à 6 valeurs de gamma D. Alors, gamma D et gamma apparent sont liés par la teneur en eau. Donc, on dit que gamma D, c'est gamma apparent sur 1 plus la teneur en eau. Ou bien gamma apparent, c'est 1 plus la teneur en eau facteur de gamma D. Vous le retrouvez dans le tableau qui vous donne donc les relations entre les paramètres que nous avons déjà vus. Également, vous pouvez le démontrer facilement que gamma D, le poids volumique d'un sol sec, c'est égal à gamma apparent, le poids volumique total, le poids volumique apparent, le poids volumique, comment ça s'appelle, le poids volumique humide divisé par 1 plus la teneur en. Donc, si vous tracez maintenant cette courbe-là, la courbe qui donne l'évolution du poids volumique sec en fonction de la teneur en eau, vous avez une courbe comme ça, sous forme de cloche. Ça qu'on appelle la courbe Proctor. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand vous augmentez la teneur en eau d'un sol, sa densité augmente. Vous augmentez la teneur en eau, la densité augmente. Jusqu'à atteindre une densité maximale. Regardez, au-delà de cette densité maximale, quand vous continuez d'augmenter la teneur en eau et que vous compactez, que fait la densité? La densité va diminuer, va chuter. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure au début? Que compacter un sol, c'est le mettre dans un état suffisamment dense. Parce que plus le sol est dense, ici, la densité est appréciée par quoi? Le gamma D. Le gamma D, donc plus le gamma D d'un sol est élevé, plus le sol il est dense. N'est-ce pas? Donc, ici, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez à avoir le gamma D maximal, c'est-à-dire la densité maximale. Et plus le sol est dense, donc plus il sera résistant. Donc, cela veut dire que pour avoir une densité maximale sur le chantier, il faut compacter le matériau à une teneur en eau correspondante ici, qu'on appellera la teneur en eau optimale. Donc, pour espérer compacter un matériau sur le chantier et l'amener à sa densité maximale, avant de le compacter, il faut mouiller le sol à sa teneur en eau optimale. Donc, l'essai Proctor permet de mesurer au laboratoire quoi? La teneur en eau optimale qu'il faut mouiller le matériau et la densité sèche maximale que vous pouvez atteindre sur le chantier. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur les chantiers routiers, les gens qui font les routes, si vous remarquez, en passant, hein, peut-être que vous êtes passé à côté d'un chantier routier, vous allez voir qu'avant que les gens ne compactent les sols, si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a des citernes qui passent pour arroser. Mais ces citernes qui passent pour arroser sont en train de mettre exactement quoi? La teneur en eau optimale qui a été déterminée au laboratoire durant l'essai Proctor. Ils n'arrosent pas pour arroser simplement. Ils ont calculé exactement quelle est la quantité d'eau qui permet d'amener le matériau à la teneur en eau optimale qu'on a déterminée grâce à l'essai Proctor. Et en ce moment, ils peuvent passer maintenant pour faire le compactage. Voilà la courbe Proctor qui donne l'évolution de la densité en fonction de la teneur en eau. Alors, ça c'est important de le connaître. Il y a deux branches, donc, ce qu'on appelle la branche sèche et la branche humide. La branche sèche, maintenant, si vous voulez interpréter ça, vous allez voir qu'au début, quand vous augmentez la quantité d'eau, ici, la densité augmente. Cela veut dire que l'eau va jouer ici, sur la branche sèche, le rôle de lubrifiant. C'est-à-dire que l'eau va jouer le rôle de lubrifiant pour faciliter donc, le resserrement des grains.
Mais une fois que les grains se sont suffisamment resserrés, si vous continuez à mettre de l'eau et à compacter, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va prendre la place des grains. Et quand vous tapez, quand vous compactez, l'eau va repousser les grains, ce qui fait que le sol ne se compacte plus. Au contraire, le sol va se décompacter. Donc, quand on vous donne un chantier routier comme ça, il faut vérifier cela. Parce que si vous dépassez la teneur en eau optimale, si vous compactez, vous aurez des densités très faibles. Et si vous avez des densités très faibles, cela veut dire que lors du contrôle, parce que c'est des chantiers qui sont contrôlés, il y a des bureaux de contrôle. Donc, si vous avez dépassé la teneur en eau optimale, donc forcément, vous avez une densité plus faible. En ce moment, on va vous demander d'enlever ce que vous avez fait. Et ça, c'est des pertes énormes pour une entreprise. Donc, ce qui fait qu'il faut toujours mouiller le matériau à la teneur en eau proche de la teneur en eau optimale et le compacter pour espérer atteindre maintenant la densité sèche maximale. Alors, dans le cours, j'ai donné, je vous renvoie au cours pour voir l'équation de la courbe de saturation. Je l'ai développé là-bas. Je l'ai démontré, l'équation de la courbe de saturation qui donne la variation de gamma D en fonction de la teneur en eau, mais pour différentes valeurs, pour différents degrés de saturation, SR. Donc, c'est une équation qui donne le gamma D, la teneur en eau et le degré de saturation. Évidemment, il y a d'autres paramètres qui sont des constantes. GS, une constante. Gamma W, une constante. Donc, j'ai bien démontré dans le cours l'équation de la courbe de saturation. Donc, que je mets ici pour un degré de saturation de 100%. Maintenant, si vous voyez, il y a aussi l'effet, je l'ai dit tout à l'heure, de la variation de l'énergie de compactage. Donc, quand l'énergie de compactage augmente, forcément, la densité augmente. N'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi on dit que c'est des essais qui sont normalisés. Le compactage se fait avec la même énergie de compactage. Quand vous augmentez l'énergie de compactage, évidemment, la densité va augmenter. Donc, l'augmentation de l'énergie de compactage conduit à l'augmentation du poids volumique sec maximal. Et il y a aussi une diminution corrélée donc, de la teneur en eau optimale. Ça fait qu'il n'existe pas de courbe unique. La courbe de compactage est une fonction donc, de l'énergie de compactage appliquée. Donc, ce qui fait que donc, les essais sont normalisés. Quand vous êtes en route, par exemple, on va normaliser, on va dire que voilà comment vous allez faire. Voilà l'énergie de compactage qu'il faut appliquer en ce moment pour avoir les valeurs de l'effet de référence. Donc, utiliser plus d'énergie de compactage au-delà de la teneur en eau optimale n'a qu'un effet limité ou insignifiant. Donc, si vous regardez bien, au-delà même de la teneur en eau optimale, le fait d'augmenter l'énergie de compactage ne sert absolument à rien parce que le sol ne se densifie plus. Au contraire, le sol se décompacte. Le sol se décompacte, si on peut le dire comme ça. Voilà. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des spécifications. Donc, dans les chantiers routiers, par exemple, les routes, les barrages, les digues, en tout cas, dans tous les chantiers où on vous exige ce qu'on appelle une compacité, donc la compacité, c'est le gamma D que vous avez obtenu sur le chantier sur le gamma D max que vous avez déterminé lors de l'essai Proctor fois 100, ça qu'on appelle la compacité. Donc, vous ne pouvez pas avoir 100%, mais ce qui est exigé parfois, c'est plus de 15%, plus de 75%. Donc, la compacité doit être supérieure à 95%. Donc, le gamma D que vous obtenez in situ doit être au minimum de 95%, le gamma D max que vous avez déterminé durant l'essai Proctor. Sinon, c'est rejeté. Si vous êtes en deçà de 95, le compactage n'est pas accepté. Même la teneur en eau optimale sur le chantier doit être entre plus ou moins 2% de l'optimum Proctor, la teneur en eau optimale. Sinon, c'est rejeté. Parce qu'il y a des contrôles qui se font au niveau donc, des chantiers. Voilà l'équipement nécessaire pour faire le compactage. Donc, ça, c'est le moule sévère. Je ne vais pas parler de l'essai sévère. Donc, voilà la dame Proctor modifiée. La dame Proctor normale, vous voyez, la petite dame. La grande dame est là, c'est la dame Proctor modifiée. Ça, c'est le petit moule, le moule Proctor normal. Le moule Proctor normal. Ça, c'est le moule Proctor modifié, n'est-ce pas?
J'ai dit que ça sert à faire l'essai sévère. Ça, c'est une presse sévère. Donc, ça permet de mesurer la résistance au poinçonnement donc, des sols. Mais il y a aussi tout un ensemble d'accessoires, donc les disques annulaires, les règles à raser, la réhausse. Le moule, il est là. Hein? Ce que vous voyez là, c'est le moule. Ce que vous voyez en haut, c'est une réhausse. Ça ne fait pas partie du moule. Ça permet tout simplement de faciliter le compactage de la dernière couche. C'est la même chose que ça. Ça, c'est la réhausse donc, du moule sévère. Donc, ça, c'est des trépieds de mesure de gonflement. Pour mesurer le gonflement, si vous faites un essai sévère. Donc, essai Proctor et essai sévère sont deux essais intimement liés par le même appareillage et par d'habitude le même objectif pour faire donc justement des couches de chaussée routière. D'habitude, on fait l'essai Proctor d'abord avant de faire l'essai sévère. Nous reviendrons sur l'essai sévère lors du cours de géotechnique routière. Maintenant, ça, c'était au laboratoire. Maintenant, sur le chantier, qui va faire le compactage? Ce sont ces machines-là. On les appelle quoi? On les appelle des compacteurs. Voilà, qu'on appelle des compacteurs. Donc, ça, c'est un compacteur. On parle de rouleau vibrant à cylindre lisse. Vous voyez le cylindre là qui vibre et qui compacte la couche. Ça également, c'est un rouleau vibrant à pied d'ameur, n'est-ce pas? À pied de mouton. Donc, ça marche bien pour les sables. Ça marche bien pour les arbres. Ça aussi, c'est un compacteur, qu'on appelle le compacteur à pneus. Donc, sur le chantier, le compactage est fait par ces engins-là, hein, qu'on appelle des compacteurs. Il y a aussi des plaques vibrantes hein, pour compacter des coins et des recoins où on ne peut pas envoyer des compacteurs comme ça. Donc, voilà les compacteurs qui sont utilisés sur le chantier pour faire le compactage. Tout à l'heure, j'ai parlé de compacité. C'est-à-dire qu'il faut contrôler le compactage. Donc, j'ai dit que la compacité, c'est quoi? C'est le gamma D in situ sur le gamma D max de l'essai Proctor. Maintenant, comment obtenir le gamma D in situ? Le gamma D in situ, c'est le poids volumique in situ de la couche compactée sur le chantier. Alors, pour mesurer ce gamma D in situ, on peut utiliser ce qu'on appelle cet appareil-là, ce qu'on appelle le densitomètre à membrane. Le densitomètre à membrane. Ce densitomètre est constitué d'un cylindre muni à la base, n'est-ce pas, d'une membrane élastique imperméable qui est là. Donc, ici, vous avez un piston également avec un anneau qui vous permet donc de faire des lectures donc, de variations de volume. Donc, le principe consiste à venir creuser un trou dans la couche déjà compactée. Vous creusez un trou de volume donné, vous sortez tout le matériau du trou. Vous allez le peser, ce matériau. Vous allez peser ce matériau. Si vous pesez ce matériau, vous avez le poids humide. Vous pouvez également prélever sur ce matériau pour mesurer la teneur en eau de la couche compactée, pour vérifier quelle teneur en eau vous avez et pour vérifier est-ce que vous êtes à la teneur en eau optimale, ou bien proche de la teneur en eau optimale. Mais ça vous permettra également de mesurer le gamma D. Parce qu'on va calculer le gamma apparent, le poids volumique humide. Parce qu'on a déjà creusé un trou, on connaît le poids donc, du matériau extrait. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est de mesurer le volume du trou, en réalité. Justement, ce volume du trou est mesuré par cet appareil-là. On va poser cet appareil sur le trou. Hein? Voilà le trou, voilà le diamètre du trou, parce qu'il y a cette plaque de base qui te sert à creuser donc, le trou. En ce moment, tu viens, tu poses l'appareil et le piston-là donc, va exercer une pression sur la membrane. La membrane, elle est élastique, donc elle va aller épouser la forme du trou. Donc, vous mesurez le volume avant et vous mesurez le volume après. Donc, la différence de volume vous donne exactement le volume du trou. Parce que dans le cylindre, il y a de l'eau et en bas donc, du cylindre, vous avez cette membrane imperméable, élastique, qui est attachée au fond hein, de façon étanche, il n'y a pas de perte, de telle sorte que quand vous exercez la pression sur l'eau, cette pression va se transférer justement à la membrane imperméable et la membrane va se dilater, va épouser la forme du trou et vous lisez la variation de volume. La variation de volume vous donne tout simplement le volume du trou.
Et voilà, poids humide sur le volume du trou vous donne le poids volumique apparent. Poids volumique apparent sur 1 plus la teneur en eau vous donne le poids volumique sec, le gamma D in situ. Maintenant, vous avez le gamma D in situ. Vous pouvez également mesurer le volume du trou grâce à l'essai de cône de sable. Vous avez déjà creusé le trou et vous venez ici. Regardez cette cône-là. Ce cône-là, c'est un cône qui contient un sable normalisé. C'est un sable dont on connaît le poids volumique apparent qui est constant. Le poids volumique de sable, le poids volumique apparent, on le connaît. Donc, vous creusez le trou, vous sortez le matériau. Maintenant, ici, le volume va être mesuré en injectant dans ce trou-là, en remplissant justement ce trou de ce sable normalisé. Donc, je le remplis jusqu'à remplir complètement le trou. Maintenant, je fais la différence de masse du cône avant remplissage et après. Cette différence me donne tout simplement la masse de sable normalisé que j'ai introduit dans le trou. Donc, je connais la masse de sable que j'ai introduit dans le trou. Je connais la masse volumique ou bien le poids volumique, mais c'est facile maintenant d'en déduire le volume de sable que j'ai introduit dans le trou qui correspond au volume justement du trou, ce qu'on appelle l'essai au cône de sable. Il y a aussi le densitomètre, qui c'est un appareil qui permet donc de bombarder le sol compacté de photons, en tout cas d'éléments radioactifs, et donc de lire directement sur l'écran en fonction de la quantité réfractée, réfléchie, d'en déduire essentiellement ce qu'on appelle la densité. Effectivement, c'est un essai qui nécessite quand même un calibrage, surtout une formation à la sécurité, parce que parfois, c'est des éléments radioactifs qu'on va bombarder dans le sol, et il y a un détecteur, un capteur détecteur qui va transformer la quantité de photons reçus en fonction justement de la densité. Ce qu'on appelle le densimètre, le gamma densimètre à diffusion. Donc, autant d'appareils qui peuvent permettre de contrôler justement le compactage in situ. Il y a des sols qui sont difficilement compactables. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'essai Proctor au laboratoire. Mais parfois, vous avez des sols qui sont difficilement compactables. Parce que pour les compacter, pour compacter, il faut un minimum de particules fines, etc. Mais parfois, vous trouvez des sols sans cohésion. Des sols pulvérulents qui n'ont même pas de particules fines, qui n'ont que des éléments grossiers et qui sont donc insensibles à des variations de compacité, de variations de densité durant l'essai Proctor. Même si vous tentez de faire l'essai Proctor, quand vous mettez de l'eau, vous allez voir tout de suite que l'eau ne reste pas dans le sol, l'eau va emprunter les vides et elle va s'écouler. De telle sorte que tu ne peux plus mesurer l'évolution de la densité en fonction de la quantité d'eau. En ce moment, on va mesurer un paramètre qu'on appelle l'indice de densité ou bien la densité relative. La densité relative, c'est quoi? C'est l'indice des vides maximal, c'est-à-dire l'indice des vides du sol dans l'état le plus lâche, moins l'indice de vide naturel, c'est-à-dire l'indice de vide dans lequel se trouve naturellement, actuellement, votre sol, sur l'indice de vide maximal, moins l'indice de vide minimal. L'indice de vide minimal, c'est l'indice de vide dans l'état le plus dense. Donc, E max et E min sont déterminés par des essais normalisés au laboratoire. Donc, au laboratoire, il y a des moules et des masses qu'on peut utiliser et des tables vibrantes qu'on peut utiliser pour calculer l'indice de vide maximal, c'est-à-dire l'indice de vide du sol dans l'état le plus lâche. Il suffit de mettre le sol délicatement, tranquillement dans le moule jusqu'à le remplir. En ce moment, il est dans un état suffisamment lâche et on a l'indice de vide maximal. Ou bien de mettre la quantité d'eau, la quantité de sol dans le moule, de poser une surcharge au-dessus, de poser l'ensemble sur une table vibrante qui va vibrer pendant un certain instant et donc qui va mettre le matériau dans un état suffisamment dense de telle sorte qu'on peut mesurer un indice de vide qu'on considère comme l'indice de vide minimal, c'est-à-dire dans l'état le plus dense.
Donc, c'est ça qui te permet de le comparer avec l'indice de vide actuel, naturel de votre sol pour savoir est-ce que votre sol à l'état actuel est dans un état dense, moyennement dense, suffisamment dense ou pas. Parce que quand l'indice de vide, quand l'indice de densité, j'allais dire, ou bien la densité relative tend vers 1, cela veut dire que E tend vers E min. Cela veut dire que le sol est à son état le plus dense. Si ça tend vers 0, ça veut dire que E tend vers E max. Ça veut dire que le sol est dans son état le moins dense. Et vous êtes entre les deux, entre 0 et 1. Toutefois, on peut également l'exprimer en pourcentage pour dire que l'indice de densité est entre 0 et 100%. Donc, pour certains types de sols, c'est cet essai-là qui prend la place de l'essai Proctor. Mais c'est des essais qu'on l'on fait rarement. Les essais de compactage que l'on fait le plus souvent, c'est l'essai Proctor. Et pour déterminer la portance justement du matériau, on va faire un essai qu'on appellera l'essai sévère et qu'on verra certainement en géotechnique routière. Donc, l'indice de vide, on sait également que E, c'est GS gamma W sur gamma D moins 1, de telle sorte que cette équation ID peut être également transformée en utilisant les gamma D. En ce moment, on parle de gamma D max, ID devient égal à gamma D max, facteur de gamma D moins gamma D min sur gamma D, facteur de gamma D max moins gamma D min. Gamma D, c'est le gamma D donc du sol, de votre sol à l'état naturel. Le gamma D min, c'est le gamma D dans l'état le plus lâche, et le gamma D max, c'est le gamma D dans l'état le plus dense. Donc, si ID est entre 0 et 0,33, on dit que le sol est dans un état de densité lâche. Entre 0,33 et 0,667, densité moyenne. Entre 0,667 et 1, dense. Donc, le poids volumique sec maximal et minimal varie considérablement d'un sol à un autre. Alors, on ne peut déterminer le poids volumique sec à partir donc de ID. Voilà. Donc, ça varie constamment. Ça varie considérablement d'un sol à un autre en fonction de l'état naturel de densité dans lequel se trouve le sol.